Cet ensemble de normes pratiques, je prends les sages-femmes. À la fin, je me suis dit, mais au fond, c'est ça la culture professionnelle des sages-femmes. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ça veut dire que du coup, la culture professionnelle, ce n'est pas simplement la culture académique, la culture scolaire ou la culture professionnelle officielle. C'est ça plus les normes pratiques. C'est-à-dire que les sages-femmes, le métier de sage-femme, c'est des choses qu'on apprend à l'école de sage-femme. Plus des choses qu'on apprend sur le terrain. Et là, le terrain, il est très différent de ce qu'on apprend à l'école. Et c'est l'ensemble de ça qui fait la culture professionnelle. Autrement dit, la culture professionnelle, c'est à la fois les normes officielles et les normes pratiques. Avec normes officielles plus normes pratiques, plus on peut peut-être rajouter encore d'autres composantes, d'autres ingrédients. Mais déjà là, on a ce que c'est qu'une culture professionnelle. Mais là, je peux dire, voilà la culture professionnelle des sages-femmes de la maternité de machin chose où j'ai enquêté. Maintenant, si, dans le cas du Niger, on a fait des enquêtes dans peut-être une trentaine de maternités, on a toujours trouvé les mêmes choses. Je peux monter en généralité. C'est plus simplement la culture professionnelle des sages-femmes du point A, ça commence à devenir la culture professionnelle des sages-femmes au Niger. Chaque fois qu'on va dans une maternité, on trouve les mêmes phénomènes. Parfois, on trouve une exception, j'en parlerai après. Oui, oui, mais c'est une exception. La règle générale, c'est partout. Donc, la culture professionnelle des sages-femmes, sur base empirique solide, sur base d'enquête, on a défini que, voilà, elle est fondée sur des normes pratiques partagées à peu près partout au Niger, et des normes officielles, bien sûr, apprises dans les écoles. Bon, maintenant, je vais faire au Bénin. On a nos camarades qui font ça au Bénin. On en a d'autres qui ont fait ça au Mali. C'est à peu près les mêmes choses encore. Ah, je peux monter encore en généralité. Donc, oui, j'arrive à ce moment-là à dire, j'ai une culture des sages-femmes finalement assez proche dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a des variantes. On a fait des enquêtes en Mauritanie, on trouve les mêmes choses, mais avec des variantes liées à la Mauritanie. Voilà. Donc, dans chaque pays, il y a des variantes, mais il y a une sorte de module, de culture professionnelle un peu semblable. D'accord? Donc, voilà comment on peut monter en généralité en utilisant le terme culture. On a fait la même chose pour la culture électorale. On a un livre sur les élections au village, au Niger. On a suivi les campagnes électorales. Là, toujours, c'est des enquêtes collectives, hein, c'est pas moi. Les enquêtes collectives. Je faisais que la coordination, je n'ai pas fait les enquêtes de terrain. Mais je sais très bien ce qu'ils ont fait sur chaque terrain. Et donc, on a fait ça. On s'est rendu compte que dans tous les villages du Niger, dans toutes les circonscriptions, si on veut, il y avait les mêmes pratiques. Dans les campagnes, la campagne de jour avec les meetings, et la campagne de nuit où on va voir les notables, on leur distribue de l'argent, on va acheter des voix. Il y avait les mêmes trucs pour essayer de tricher le jour des élections, etc., etc. Les mêmes trucs pour composer les listes, ne pas les composer de telle ou telle façon. Donc on a pris un peu tous les ingrédients, tous les processus qui sont liés à une campagne électorale, bien avant les élections, et jusqu'à après. On ne sait pas du tout comme les observateurs internationaux des élections, on leur donne 3 bureaux à voir, ils voient que ce qu'on veut bien leur montrer, ça n'a rien à voir. Non, puis avec des enquêteurs qui connaissaient les coins, qui parlaient les langues et tout. Donc on avait vraiment assuré là-dessus une base de compétences solide. Et au fond, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de culture électorale au Niger, qui est faite à la fois des règlements officiels, voilà le système officiel pour les élections que les gens maîtrisent à peu près, hein, ils connaissent. Et voilà comment ça se passe pour de vrai, avec pas mal d'écarts. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de culture électorale au Niger, parce qu'on a travaillé, en l'occurrence, on avait, je pense, une douzaine de sites à travers le pays. C'est tous les mêmes. Et quand on montre ça à d'autres gens qui sont d'ailleurs, ils disent oui, moi chez moi c'est la même chose. Donc on peut parler de culture. Alors par là, vous voyez comment, je veux dire, voilà ce que c'est qu'une utilisation empiriquement ancrée du terme culture. Ça, c'est pas du tout la même chose que la façon dont culture est souvent utilisée. Culture est souvent utilisée, en particulier pour l'Afrique, mais je pense qu'on peut le trouver peut-être aussi au Canada, peut-être aussi chez les Inuits, de façon extrêmement lâche, je ne veux pas dire couarde, je veux dire de façon extrêmement distendue, sans rigueur, et souvent avec un assemblage de clichés ou de trucs superficiels. Si je vais dire, c'est très facile,
regardez quand on était enfant à l'école, les stéréotypes qu'on avait sur les... On dit les Écossais sont radins, les Allemands sont disciplinés, les Italiens sont séducteurs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien des clichés. Mais est-ce qu'on par là, on a prétention de dire que c'est la culture des Écossais, des machins? Si on va dire maintenant les Peuls sont comme ça, les Haoussas sont comme ça, les Inuits sont comme ça, qu'est-ce qu'on va sortir si ce n'est souvent des petits clichés? Le risque, c'est ça. Et de choses qui ne soient pas fondamentalement ancrées. Alors dans le bouquin, juste, toujours le même, hein, La revanche des contextes, j'ai fait un chapitre qui reprend un article que j'avais fait sur le culturalisme traditionnaliste africaniste. CTA, culturaliste traditionnaliste africaniste. Il y a une série de clichés qui circulent sur l'Afrique. L'Afrique, c'est le monde de la solidarité. L'Afrique, c'est le monde des pratiques occultes et de la religion. L'Afrique, c'est le, je ne sais plus quoi, c'est le monde du népotisme et du favoritisme, etc., ou du néopatrimonialisme. C'est ces clichés qui circulent, qu'on a trouvés et que vous trouvez aussi bien dans les médias, chez des intellectuels européens, mais aussi africains, et chez des chercheurs. Même chez des chercheurs, on les trouve, ces clichés-là. Mais quand c'est un cliché, en quoi il est fondé empiriquement? Quand vous dites que l'Afrique, c'est le monde de la solidarité, il y a de la solidarité en Afrique, bien sûr. Elle est différente de la solidarité en Europe. Il y a aussi de la solidarité en Europe, mais ce n'est pas la même. D'accord. Mais il y a aussi de la rivalité, au sein même de la solidarité. L'Afrique traditionnelle, on dit c'est l'Afrique du consensus, de l'arbre à palabre. On oublie que l'Afrique traditionnelle, c'était aussi les guerres, c'était aussi les razzias, c'était aussi le prélèvement d'esclaves, pas simplement pour la traite atlantique, mais pour la traite transsaharienne, et aussi pour les usages internes. C'était tout ça. C'était une Afrique où existaient aussi les coups d'État, où les frères tuaient, le petit frère tuait le grand frère pour prendre sa place. Il y a plein d'histoires sur le passé d'Afrique. C'est aussi ça, c'est les deux. Donc pourquoi est-ce qu'on va prendre que l'un et pas l'autre? Si je prends aujourd'hui, j'ai fait un article, il n'est pas dans ce livre, mais sur les rivalités de proximité au Niger. C'est typique, on va dire, la famille africaine, c'est le lieu typique de la solidarité. Mais c'est aussi le lieu typique de la rivalité. Quand vous prenez l'expression pour dire les rivaux, c'est l'expression qui dit enfant d'un même père, enfant d'une même mère et pas de même père. C'est le mot qui est utilisé pour la société pour dire ça c'est la rivalité, la compétition absolue. Pourtant, c'est un terme de la famille, comprends? Parce que dans la famille, les enfants de co-épouses différentes sont de rivaux. Ben, on ne peut pas prendre une chose sans voir l'ensemble des choses. Donc là, c'est pour ça que culture, ce qui me gêne, ça a été, là on revient alors sur l'histoire de l'anthropologie, comment le terme culture est petit à petit devenu désincarné pour signifier quelque chose qui n'avait plus aucun ancrage empirique. Et c'est ça c'est, bon, je le cite pour moi, je reprends, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, hein, je cite mes sources quand même, mais ça remonte à Parsons et Geertz. Avec Parsons, le monde culturel est devenu différent du monde social. Il y avait la culture et la société. Ça, c'est Parsons. Hein, c'était vraiment la version, je ne dirais pas weberienne de Parsons, parce qu'il a introduit Weber de façon très distendue, enfin je trouve assez déformée, Parsons, aux États-Unis. Donc il a donné une image de Weber qui est pas du tout, qui est très négative d'une certaine façon, chez les opposants à Parsons. Non, mais Parsons, donc il y avait la sphère culturelle et la sphère sociale qui étaient distendues. Avant culture, chez Boas ou autre, c'était aussi bien des trucs matériels, la vannerie, le machin, c'était que des trucs assez pratiques, pratico-pratiques. Mais avec Parsons, ça devient, il y a le monde des valeurs. Ah, c'est quoi les valeurs? Vous pouvez dire beaucoup de choses sur les valeurs. Et le monde social, l'organisation. Et Geertz, ce monde des valeurs, Geertz était l'assistant de Parsons. Il était l'assistant. Et il a encore plus. C'est devenu des signes, des symboles, de la sémiologie. Donc Geertz a encore plus désincarné le monde de la culture. Du coup, la culture est devenue n'importe quoi, puisqu'on peut. C'est un monde tellement désincarné qu'il n'a plus d'ancrage empirique. Donc mon souci dans l'histoire, c'est pas de faire disparaître le terme culture avec l'eau du vin, hein, mais essayer de fonder culture sur d'empirie. Donc, quand quel est le problème de ce qui est partagé? Ce qu'on dit en anglais les commonalities. Commonalities. Qu'est-ce qui est vraiment partagé? C'est que l'enquête qui peut le savoir. Si c'est partagé, ça veut dire partagé. Par qui? Dans quel contexte? Si on ne dit pas par qui et par quel contexte, on peut dire n'importe quoi de ce qui est partagé. On va dire que tous les Japonais, c'est les trucs des caractères nationaux qu'on a trouvés en anthropologie. Margaret Mead, Ruth Benedict,
ils ont un peu flirté avec ça. Ruth Benedict, c'était aussi la culture japonaise, c'était des stéréotypes sur la culture japonaise versus la culture je ne sais plus quoi. Donc c'est vrai que ça va vite là, sur les clichés, les stéréotypes. Donc non, si on veut utiliser culture, ça doit être de façon... Je peux parler de culture professionnelle des sages-femmes, parce que j'ai vraiment étudié et voilà. Mais je ne peux pas dire plus que ça. Et je ne peux pas en déduire que parce que je l'ai vu au Niger, c'est vrai aussi ailleurs en Afrique de l'Ouest, sauf si j'ai regardé aussi en Afrique de l'Ouest. Et que je peux le prouver solide. Donc voilà, je suis plutôt parti en guerre dans cet article contre les utilisations abusives, stéréotypées, clichés du terme culture, mais pas pour dire que ça n'avait pas de sens, mais au contraire pour dire que ça a un sens seulement et seulement si on sait très bien que moi j'ai une culture protestante d'origine. Mais elle est que dans certains domaines. Dans d'autres domaines, j'ai absolument pas de culture protestante. Donc si on va me dire, moi j'ai une culture protestante de A à Z, c'est complètement bidon. Dans certains contextes, avec certaines personnes, j'ai une culture protestante. Pourtant, je suis agnostique et dans d'autres domaines, j'en ai rien à cirer de ma culture protestante. J'aurais une culture maoïste dans d'autres domaines. Mais j'ai pas une culture maoïste parce que j'ai été pendant 15 ans ou 10 ans maoïste. Je ne l'ai pas dans tous les domaines, etc., etc. Donc on est tous dans des code switching, on est tous dans plusieurs registres, et on ne peut pas dire nous enfermer dans une culture unique, ça n'a pas de sens, quoi. Donc c'est vrai pour tout. Donc tout doit être... C'est pour ça que le terme culture doit être à la fois ancré dans l'empirie et contextualisé. D'un contexte à l'autre, la culture ne joue plus. Le même peut être très lié à la culture typique d'une culture de ceci, et dans un autre contexte, il sera complètement différent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux rajouter, bon, c'est un truc sur lequel je suis un peu véhément parce que c'est un truc qui m'agace souvent dans les lectures parce que beaucoup de gens tombent dans ce piège, je trouve. J'ai peut-être moi aussi succombé. Hein. Je veux dire, je pense qu'en général, tous les pièges que je critique dans le point de vue méthodologique, j'ai dû tous me les taper et tous y tomber à un moment donné dans ma vie. Parce qu'évidemment, on n'y échappe pas à ce genre de trucs. Mais au moins, on peut essayer quand même de le faire et je pense qu'au bout d'un moment, on arrive quand même à le faire. Parce que alors, la dernière chose que je voulais dire sur ce bouquin, c'est la fin, parce que la fin, j'essaye de définir dans la conclusion, au fond, quelle est ma perspective épistémologique. C'est ce que j'appelle la positionnalité épistémologique. Vous savez, positionnalité, c'est un terme qui maintenant est utilisé à tout bout de champ, et souvent à propos du statut. Alors ça vient du genre, hein, d'abord. La positionnalité, ça vient du genre. Vous êtes homme, femme. Bon, maintenant, on n'est plus que homme, femme, il y a autre chose, ça devient plus compliqué que ça encore. Mais positionnalité, c'est quand même lié à des statuts, plus ou moins. Moi, c'est pas du tout comme... Bon, ok, ça existe aussi, je veux bien. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Mais il y a aussi d'autres positionnalités, des positionnalités choisies. Et là, je ne parle pas de choisies en termes de sexualité, de genre, etc. Je parle de choisies en termes soit méthodologiques, soit épistémologiques, soit civiques. Positionnalité méthodologique, c'est très simple. Moi, c'est du qualitatif parce que c'est la seule chose que je sais faire, je ne sais pas faire. Donc ça ne va pas très loin. Positionnalité civique, là, je dis il y a quatre possibilités. On peut prendre l'une, l'autre et puis zapper entre plusieurs. Je suis un pur académique, un pur chercheur, d'accord ? Je m'occupe que de produire des connaissances. Je suis quelqu'un qui est au service d'institutions et je fais que de l'appliquer. Donc, ok, je suis un agent de projet, je suis un anthropologue travaillant pour la Banque mondiale, un anthropologue travaillant pour l'Agence française de développement, un anthropologue travaillant pour Médecins du Monde. Ok, deuxième positionnalité, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, hein, c'est des choix. Et on peut l'être alternativement, hein, par moi. Troisième positionnalité, je dénonce tout ça. Je suis que dans la position radicale critique. C'est-à-dire le développement, tout ça, c'est qu'un complot de la globalisation, etc., etc. Et je vais dénoncer à tour de bras tout ça. Ça arrive. Et on peut citer, dans chacun des cas, je peux vous citer plein de collègues, et certains qui ont fait plusieurs de ces positions. Dernière, réformisme critique. C'est-à-dire je suis dans une indépendance complète en termes de recherche, mais j'essaye quand même de dialoguer pour changer les choses petit à petit. Ça, c'est la mienne. Je n'ai pas forcé de fondre la mienne, mais au moins je dis, positionner, c'est dire d'où je parle. Alors, moi, je peux dire, je parle en tant que tel âge, blanc, mâle, etc. Mais je préfère, je trouve plus intéressant de dire, voilà ma positionnalité. Maintenant, épistémologique, c'est ça qui m'intéresse dans la question. Quelle est ma position ? Et donc, moi, ce qui m'intéresse au fond, c'est une anthropologie des diversités, une anthropologie des décalages, une anthropologie des discrepancies, je ne sais plus comment dire en français, une anthropologie des différences, des contradictions, des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas la seule. Il y a une anthropologie qui est beaucoup plus sur le pôle, une anthropologie des homogénéités, des consensus, des unités.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas il y a d'autres positions épistémologiques, mais je veux dire la mienne, elle est clairement une anthropologie des discordances, quoi, on va dire, voilà, de façon plus générale. C'était ça.